Oui. Non, on ne se met pas en marque, on ne se met pas dans le fauteuil, on est sur devant la scène. Merci beaucoup Yann pour ce film. Totalement haletant. C'est ma deuxième vision de film et je suis pris de la même manière. Je voulais d'abord peut-être vous féliciter pour ce film qui est vraiment d'une très grande maîtrise, je trouve. Et avant qu'on commence à parler du film, je voudrais que tu nous présentes ton équipe qui est à côté de toi. Alors, donc j'ai vraiment écrit, pardon, peut-être voilà. J'ai coécrit le film avec Nicolas Bouvet, qui est également monteur son. Donc avec Nicolas, on travaille sur tous mes films, depuis le début, mes courts-métrages. Donc voilà, c'est la première fois qu'on a coécrit un film ensemble, et c'était un peu l'aboutissement à la fois de notre amitié et du travail qu'on avait fait jusqu'à présent. Donc c'est un film important pour nous deux. Évidemment, Marc, qui a travaillé également sur tous mes longs-métrages. Qui est le mixeur. Le mixeur du film. Même ton film de mariage aussi. Et même mon film de mariage. Bientôt. Voilà, Nicolas Provo, ingé son, qui me suit maintenant depuis Bernard. Ouais, c'est pas là. Florian qui nous a aidé également, qui a travaillé avec Nicolas au montage son. Et Guadeloupe pour les paroles, également qui travaille avec moi depuis Un homme idéal. voilà, depuis quelques films. Donc voilà, toute cette équipe qui me supporte depuis pas mal de temps et avec qui vraiment j'adore travailler, et toute la période du montage son et du mix, j'ai l'impression que c'est en tout cas moi c'est une période, une étape du film que j'apprécie énormément. J'ai l'impression que je revois le film, qu'on amène de la vie et que le film tout d'un coup arrive presque en 3D, et j'ai l'impression que c'est une étape où je ne peux pas aimer le film et on ne peut que l'améliorer. Et l'aboutissement étant vraiment le mix, où là c'est un vrai plaisir de travail, quoi. Enfin, vraiment c'est une étape que j'adore, c'est mon étape préférée. Sans doute parce que je travaille pas vraiment, je laisse bosser, mais voilà, pour moi c'est le moment où le film vraiment prend vie et je le redécouvre. Quand tu dis que tu travailles pas vraiment, il y a un petit peu d'écriture quand même sonore depuis le départ. Oui, non, mais c'est évidemment, le son c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que j'aime. Et puis pour moi, j'ai toujours envisagé le cinéma, j'ai toujours appréhendé, évidemment on raconte une histoire, mais j'ai toujours senti que c'était avant tout une expérience, le cinéma. Moi j'envisage comme ça, une expérience immersive, sensorielle. J'adore ça au cinéma, moi en tant que spectateur. Et donc évidemment le son crée ça, et j'adore l'idée qu'il y a des grands films qui créent une distanciation avec les spectateurs, des films que j'admire, et moi j'aime en tant que spectateur être immergé dans un film, être plongé, et le travail sonore vraiment créer ça, créer ce truc très sensoriel, très immersif qui moi me plaît. Quand je regarde ta filmographie, il y a 2 courts-métrages et il y a 3 longs avant. Dès le deuxième court-métrage, c'est déjà un court-métrage sur le son. Oui, c'est ça, c'est l'histoire d'une femme enceinte qui souffre d'acouphènes. Et dans les longs-métrages, c'est soit des thrillers, soit des films qui sont plus de l'ordre de l'épouvante. Et je retrouve un peu toutes les thématiques dans celui-là, dans un sens. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui te travaille, quoi, depuis le départ. Ouais, c'est pas forcément conscient, donc, mais j'imagine, oui, qu'il y a, même si le film est très différent, l'histoire est vraiment différente, mais sans doute, oui, je me rends compte, j'aime bien les univers clos, j'aime bien les personnages obsessionnels, qui vont au bout de leur logique, et de leur folie. Oui, il y a de l'enfermement aussi, je pense qu'il revient. Voilà, après, c'est pas des choses que je théorise, c'est sans doute des choses qui, moi, me séduisent ou me fascinent, et des univers que j'ai envie de plonger, mais là vraiment le point de départ c'était vraiment la fascination que j'avais pour l'aviation civile, le monde de l'aéronautique. Il y a eu énormément de films sur les catastrophes aériennes, et il me semblait qu'il n'y avait jamais eu vraiment de film qui racontait l'histoire d'un crash, de l'enquête qui existe, qui viendrait après
un accident d'avion. Et voilà, bon, c'est vrai qu'on, je disais tout à l'heure, avant le lancement du film, on nous parle des boîtes noires et on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond. Je trouve que c'est un objet tellement fantasmatique, et puis j'ai l'impression que les crashs aériens sont... Il y a sans doute une fascination morbide qu'on a tous par rapport à ça. Peut-être que je l'ai sans doute parce que, fort heureusement, c'est rare, mais quand il y a des crashs, il y a évidemment énormément de victimes. Et c'est un monde qui est fascinant parce que c'est un monde de technologie qu'on ne maîtrise pas. Et j'ai l'impression aussi que comme ça se passe dans les airs, il y a quelque chose avec le ciel qui fait que notre imagination tourne à fond, quoi. Donc Ouais, moi j'ai l'impression que ça recoupe des grands films qui parlent d'investigation sonore. Donc on peut parler de Conversation secrète, de Blowout, et même plus récemment Le Chant du loup qu'on a eu ici. J'aimerais bien savoir un peu comment tu as travaillé, quelle est la genèse du projet avec Nicolas, et est-ce que ça a fait partie de ces réflexions d'écriture du scénario? Enfin, comment vous avez travaillé tout ça? Alors, sur les références narratives en fait, du film, évidemment, quand on s'attaque à... voilà, moi c'était d'abord l'univers, le monde, j'avais envie de plonger dans cet univers-là, j'avais envie de raconter une histoire d'une enquête sur un crash, et de parler des boîtes noires. Donc je ne connaissais pas du tout cet environnement-là. Donc j'ai découvert l'existence du BEA, qui est le Bureau d'enquête et d'analyse, qui est l'autorité compétente en charge des accidents d'avion. Et donc j'avais commencé à écrire un premier traitement que j'avais fait lire à Nicolas, qui trouvait qu'il y avait des choses intéressantes et des choses vraiment pas top. Et puis il a apporté plein d'idées. Donc je me suis dit, écoute, essayons de travailler ensemble et essayons de développer cette histoire. Et très vite, on s'est rendu compte, évidemment, je parlais d'une boîte noire, donc il y a deux boîtes noires dans les avions. Il y en a une qui enregistre tous les paramètres de vol, qu'on appelle le FDR, le Flight Data Recorder, et une autre boîte noire qui est le CDR, qui est vraiment le Cockpit Voice Recorder, qui est la boîte noire centrale, évidemment, dans le film. Donc évidemment, je trouvais intéressant que cet objet-là soit au centre en fait d'un récit et que ça passe par le son, que l'enquête par le son. Et alors évidemment, on ne peut pas ne pas penser à tous ces immenses films qui sont presque des références écrasantes, comme vous parliez de Conversation secrète, de évidemment, qui sont des films qui m'avaient énormément marqué adolescent. Mais en fait, la référence, elle n'était pas cinématographique vraiment. Moi, c'était quand j'ai plongé dans ce milieu-là en rencontrant des pilotes et surtout vraiment le déclic. Là où on a réussi à passer un cap dans l'écriture, c'est quand on a vraiment rencontré le BEA. Au départ, les constructeurs, je me souviens avoir tenté de rencontrer les gens, c'était vraiment un milieu quand même très fermé. Il y a des enjeux financiers quand même colossaux. Donc ils étaient très très méfiants. Et en revanche, au BEA, on a eu la chance de rencontrer le directeur de la communication, qui est un cinéphile. Et du coup, il a été extrêmement bienveillant à notre égard quand on lui a présenté le projet. Vaguement, moi, je lui disais que j'avais envie de parler d'une enquête qui tournerait autour d'un crash. Et puis le fait aussi que je n'avais pas envie de reconstituer, j'avais longuement hésité à un moment donné, au tout début, est-ce que j'allais parler d'un crash qui aurait réellement eu lieu, et voilà. Et moi, je me dis, je ne veux pas reconstituer un crash qui a existé. En revanche, j'aimerais comprendre c'est quoi aujourd'hui les problématiques de l'aviation civile moderne, c'est quoi aujourd'hui les enjeux. Et le fait qu'on vienne avec une fiction, donc, et pas avec l'idée de reconstituer quelque chose qui aurait existé dans le passé, je pense que ça les a rassurés aussi. Ils n'auraient pas ouvert leurs portes comme ça. Et ça nous a permis vraiment, alors là, ils ont été vraiment... Entre-temps, j'ai fait un autre film. Ça a été vraiment un long process. Ah, c'était avant, c'était déjà en écriture? Oui, ça durait. En plus, je suis très lent, donc ça n'aide pas. Mais donc, oui, ça a pris du temps. Le scénario a été vraiment long, fastidieux. Moi, je ne connaissais pas ce monde, je le répète, donc il fallait qu'on ingurgite tout ce truc-là. Et très vite, quand j'ai rencontré, et on a rencontré avec Nicolas et Simon Monteiro, l'autre scénariste, les gens du BEA, j'ai compris qu'il ne fallait pas que je survole l'aspect technique en fait. Je savais que ça pouvait peut-être, comme ça à première vue, être un peu absent, mais cette technique, cette technologie-là me fascinait et j'ai compris que ça quelque chose qui m'attirait parce que la technologie, moi, elle me fascine et en même temps, elle m'inquiète.
elle me fait peur. Et je trouve qu'on est dans un monde de technologie, quoi. On a un truc, on est un peu tous en pilotage automatique, il y avait quelque chose qui faisait sens, qui dépassait pour moi le cadre de l'aéronautique, et en parlant en même temps d'une enquête autour d'un crash, parfois c'est très compliqué de déterminer les causes d'un crash. La difficulté de déterminer, de trouver la vérité, parce que la thématique du film, vraiment, c'est la quête de vérité pour moi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui fait référence aujourd'hui, voilà, vous parlez des films des années 70, mais aujourd'hui, le complotisme, c'est quelque chose qui est tellement dans notre société, les fake news, et voilà, tout d'un coup, je me suis dit que le film, il avait une modernité. Et puis après, l'autre modernité, c'était l'aspect très technique. Le film est une fiction, mais ça n'est pas une science-fiction, donc tout ce qui est relaté dans le film, et notamment la prise de contrôle à distance aujourd'hui, notamment en passant par le système de divertissement des avions, ce que vous avez, ce qu'on a, nous, quand on voyage, notamment dans les bons courriers, où vous pouvez choisir des films, de la musique, etc. Vous voyez aussi la trajectoire de l'avion, et donc les systèmes sont liés, quoi. Donc il y avait ce risque qu'on peut prendre, on peut avoir accès au système de pilotage via le système de divertissement. Et ça, c'est ce que nous racontaient les gens du BEA. Donc c'est une angoisse, c'est une peur aujourd'hui qui est vraiment prise au sérieux par tous évidemment les enquêteurs du BEA, mais aussi les ingénieurs des différents constructeurs, Boeing et Airbus. Et puis il y avait toute cette idée aussi de l'automatisation, j'en viens encore à la technologie qui était là. Il y a quelque chose d'assez vertigineux, c'est-à-dire qu'on a créé cette idée du MHD, ce système d'assistance au pilotage qu'on invente dans le film. Et en fait, au moment où on tournait, donc on a tourné le film en septembre 2019, un mois avant, ou 2 mois avant, je ne me souviens plus, je crois que c'était quand on était en préparation, il y a eu cette histoire des crashs des Boeing 737 MAX, qui a été une catastrophe, de crash terrible, un en Éthiopie et un autre en Indonésie, où donc le MCAS, c'est une assistance au pilotage qui est censée empêcher l'avion de décrocher. Vous savez, l'avion, quand il décroche, c'est qu'il est trop cadré, il n'y a plus de porte-lance sur les ailes, donc il tombe comme une pierre. Donc l'idée, c'est que quand l'avion est trop cadré, le MCAS s'enclenche et permet de remettre l'avion à l'horizontale. Et ce qui s'est passé, c'est que il s'est enclenché de manière complètement irrationnelle au moment du décollage, c'est-à-dire au moment où l'avion est censé être bien encadré. Et donc il y a eu une lutte physique, puisque chez Boeing c'est des manches à balai et pas des joysticks comme Airbus, donc où les pilotes tentaient vraiment de tirer sur le manche pour essayer de garder ce nez un peu cadré, et malheureusement ça a été crash, donc ça a été une catastrophe, puisque même je crois, chose rarissime dans l'histoire de l'aviation, toute la flotte 737 MAX a été clouée au sol. C'était une décision du président Trump à l'époque, etc. Et il disait une chose, pour une fois je trouvais qu'il n'était pas idiot, où il disait justement, j'ai l'impression que pour aujourd'hui, il ne faut plus être pilote, mais il faut sortir de la NIT pour piloter des avions. Et c'est là aussi toute la problématique, c'est-à-dire qu'on a des pilotes, c'est-à-dire qu'il y a une telle défiance envers l'humain de la part des constructeurs, qu'on met en place des logiciels qui doivent prendre la main, et tout ça part d'une bonne intuition, enfin d'une bonne chose, d'une bonne disposition, c'est d'amener plus de sécurité. Et évidemment que la technologie depuis 60 ans dans l'aviation a amené plus de sécurité, mais là on arrive à un moment où il y a une telle sophistication que ça crée des failles, et notamment donc, des pilotes qui ne savent plus piloter à la main quand il y a un problème, on l'a vu avec le Paris-Rio, et puis l'autre faille, c'est le hacking. Voilà. J'étais très long, pardon. Non, c'est passionnant. Petite question, c'était votre première collaboration sur un scénario? Oui. Nicolas, c'était la première fois que tu travaillais sur un scénario? Je faisais lire, j'ai toujours fait une action, on est devenus amis assez vite après ça, comme mon court-métrage, au fil des ans, depuis 2002. Ouais. Et tu m'as souvent fait lire les projets qu'on te proposait ou que tu avais écrits, en me demandant mon avis, tout simplement. J'en ai lu des merguez. non, voilà. Mais oui, et ça c'était 2015, hein. Ouais, c'est ça. Le début du traitement, et jusqu'en 2019, jusqu'au tournage, avec plus ou moins avec des pauses, et puis des étapes diverses. On a fait un teaser, on a fait un faux, ça c'est plutôt marrant, on a fait d'abord un teaser audio pour Cannes 2019,
C'est ça? Ouais, pour le distributeur qui avait Ouais, demandé- on a fait une fausse boîte noire en anglais pour vendre le projet en mars-avril avec des comédiens anglais américains 2019 pour le marché du film. Puis moi je suis intervenu, peut-être là j'empiète sur d'autres choses, je suis intervenu avant le tournage et après le tournage. Je veux bien que tu nous expliques un peu, du coup, avec toute l'équipe son, comment... Est-ce que je suppose d'abord, Nicolas, que c'est un premier travail d'investigation, c'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre comment ça se passe quand on décortique une boîte noire, et puis, je pense qu'en tant que monteur son, c'est une découverte aussi de savoir qu'est-ce qui se passe. Oui, alors à ce niveau-là, quand tu veux reprendre la parole, on nous a jamais, alors le BA nous a jamais fait entendre des vraies boîtes noires où il y a eu des crashs, ça c'est faux, mais on en trouve sur Internet. Et par contre, il y a des rapports où sont racontés tout ce qui s'est dit dans les le fameux Paris-Rio, par transcripts. exemple, qui s'est crashé il y a quelques années, voilà, on peut lire toute la transcription. Donc on a quand même entendu des choses, et puis on a travaillé avec des ingénieurs de là-bas. Hein. C'est pour ça qu'on utilise Isotope RX dans le film, que certains d'entre vous doivent connaître. C'est ce qu'ils utilisent au BEA. Ils bossent sur Samplitude, donc on a bossé sur on a fait le film sur Samplitude. Et qu'est-ce que je peux... L'idée, c'était d'être le plus proche possible de quelque chose. Oui, et à la fois de dramatiser. Alors c'était justement intéressant d'être au poste de l'écriture, de voir ce qu'on dramatisait, et pour qu'il y ait une part de fiction et que ce soit... qu'on puisse mettre ça dans 2 heures de film, et puis à la fois, oui, d'être le plus proche possible. Mais il y a beaucoup de simplifications, tout en étant le plus proche possible de la réalité. Mais c'est sur l'aspect, par exemple, il y a presque 2 parties dans le film, et toute la première partie, par exemple l'ouverture de la boîte noire, c'est vraiment ce qu'on voit. Alors il faut savoir que l'ouverture d'une boîte noire, ça peut prendre des heures et des heures. Donc là, j'ai ellipsé, sinon j'allais faire un film à la Big Viola, un film expérimental. Mais en fait, vous avez toutes les étapes qui sont présentées. Donc on voit ces couches et ces sous-couches de protection qui sont censées protéger la carte mémoire, qui est, voilà, et on voit tous les intervenants, les gens qui sont derrière la vitre, qui sont les représentants du constructeur, de la compagnie aérienne, etc. Il y a tout ça, j'ai vu ça en vidéo, filmé, par exemple l'ouverture des boîtes noires du Paris-Rio, qui avait été resté, je crois, 2 ans dans l'eau, dans l'océan, qui avait été récupérée. Et c'était donc, on ne savait pas dans quel état, en fait, on allait récupérer la carte mémoire. Et donc, il faut bien se rendre compte qu'il y a des enjeux, donc évidemment financiers et colossaux, mais aussi des enjeux humains. C'est-à-dire que les familles des victimes aimeraient savoir ce qui s'est passé. Donc, il y a une tension, si vous voulez, qui repose sur les épaules, les frêles épaules des enquêteurs. Ils sont 2-3 dans la salle pour tenter d'ouvrir. À la fois c'est très compliqué, les boîtes en elles-mêmes peuvent être compressées, abîmées, donc parfois ils vont au pied de biche. Enfin, bon, ça prend énormément de temps et enfin voilà, c'est vraiment pour sortir cette carte mémoire et avoir peut-être la clé qui va pouvoir expliquer ce qui s'est produit lors d'un vol. Donc tout ça, et en tout cas, on a tenté d'être le plus réaliste, le plus factuel possible sur le process qu'il y a au BEA. Et on voit la pression médiatique, enfin, tout ça est très... on a réaliste, et puis on a reproduit, donc ça a été d'ailleurs tourné à l'ouverture de la boîte noire dans leur logo, à eux, qui est vraiment le labo où ils ouvrent les boîtes noires. D'ailleurs, la jeune femme qui est à côté d'Olivier Rabourdin, qui porte des lunettes, qui ouvre la boîte noire, c'est vraiment une enquêtrice du BEA, donc c'est le travail d'ouvrir les boîtes noires. Donc voilà, dès que je pouvais, en fait, plus je me suis documenté, plus ça me fascinait, plus j'ai tenté de glaner énormément d'informations. On a eu des heures et des heures d'entretien avec les enquêteurs qui nous parlaient de leur travail, et puis d'anecdotes. Et toutes ces anecdotes, on a essayé de les reprendre un maximum. Je pense que toute l'histoire de la dashcam, par exemple, ça c'est... L'histoire de la dashcam, c'est voilà, un des enquêteurs qui passe ses jours. Ça vient de lui, ça vient d'un entretien qu'on avait eu avec un des enquêteurs. Je trouvais tellement. C'est une vraie déformation professionnelle. Le gars passe ses journées en fait, à analyser des enregistrements, parfois vidéo,
et audio. Donc évidemment, le gars, en fait, pour des questions de sécurité, il a une dashcam dans sa voiture. C'est évident, mais j'y aurais jamais pensé. Et ça m'offrait aussi des possibilités de récits ensuite intéressants. Donc voilà, on a en tout cas, encore une fois, sur la prise de contrôle à distance, sur la cybersécurité, évidemment des choses simplifiées, mais vraiment, encore une fois, c'est assez proche de la réalité. Petite question à toute l'équipe. Vous avez fait des pré-réunions parce qu'il y a un enjeu sonore énorme, donc il y a une écriture spécifique à faire sur ce qu'on révèle, ce qu'on donne à entendre ou pas. Je suppose qu'il y a quasiment une écriture sonore pour la dégrader et savoir ce que vous donnez comme information. Est-ce que ça a été travaillé en amont dès le tournage? Est-ce que vous avez fait des pré-réunions ensemble pour discuter de tout ça? Et après, jusqu'au mix, est-ce que vous avez remis en cause des choses ou comment vous avez travaillé tout le matériel sonore? Le premier truc, c'était vraiment en fait, avant le tournage, c'était vraiment de reprendre vraiment la question du CVR, en fait, la question de l'enregistrement, du cockpit voice recorder. Et là, il y a eu un travail, c'est-à-dire qu'il fallait que j'ai comme un plan playback, en fait, me lancer pendant le tournage pour que les comédiens, pour que Pierre Ninet, les autres acteurs qui ont marqué à côté de lui, puissent interagir évidemment avec cet enregistrement. Et donc il y a eu tout un travail en amont, vous en parlez mieux que moi, notamment où vous avez travaillé, on a enregistré donc, avec les comédiens du film. Voilà, et ensuite Nicolas a monté cet enregistrement. Les a dégradés. Ensuite, on avait différentes phases. Je me souviens, je crois qu'on avait 3 phases de dégradation. Donc ça a été un travail très de fourmi, très méticuleux avant le tournage, mais peut-être que vous en parlerez mieux que moi là-dessus. Qu'est-ce que je peux dire? Non, effectivement, on a enregistré. En fait, déjà, il y a l'étape du scénario, on avait minuté, je ne sais pas si tu te rappelles. On avait fait une espèce de time-lapse de ce qui se passait dans l'avion à telle seconde, à telle seconde, à telle seconde. Ensuite, l'entraînement du teaser de la boîte noire en anglais, c'était vraiment bien pour voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. D'autant plus que c'était que purement audio. Et après, avant le tournage, on a enregistré, je crois, en juillet 2019, il me semble, avec des comédiens. Je l'ai monté avec Florent, je crois. Enfin, et on a fait différentes étapes de dégradation, puisqu'il y avait l'enjeu effectivement de découvrir au fur et à mesure la vérité. Et le tout étant... on bounçait, puis ensuite représenter graphiquement avec les gens qui ont travaillé sur les représentations graphiques, sur les ordis, sur Isotope, sur tout ce qu'on voit à l'écran. En fait, c'est fait avant le tournage, quasiment, il n'y a pas d'incruste. Donc ça, c'est moi qui manipulais et il faisait des captures d'écran en vidéo. De telle manière que, comme j'allais dire, les comédiens ne faisaient rien. Ils appuyaient Pierre Ninet, il appuie sur un truc et ça enclenche, par exemple, le pitch à moins 300%. Voilà. Et ensuite, c'était diffusé pendant toutes les scènes, en fait, où il y avait des CVR pour aider le... Voilà, exactement. Puis qui s'interagir, qui les mène direct. Et on avait fait une session avec Florent, il me semble, assez complexe de Pro Tools, avec des filtres Saturn, enfin un plugin Saturn, je sais plus comment on avait. En fait, il y avait plusieurs thèmes en fait, de dégradation possibles pour automatiser pour que jusqu'à ce que Marc intervienne à la fin du mix, on puisse y retoucher. Parce qu'il y a toujours cette question de savoir mais est-ce qu'on va vraiment entendre ça ou est-ce qu'on en entend trop, notamment quand il y a le faux terroriste qui crie à la webbar. Il y avait toujours l'idée, est-ce qu'on en dit trop, est-ce qu'on en dit pas assez, est-ce que les gens comprennent, est-ce qu'ils disent qu'est-ce que j'ai entendu, j'ai pas compris. Donc voilà, on est resté jusqu'au bout avec cette grosse session, avec aussi, alors il se trouve que il y avait un plugin qui était sorti à ce moment-là qui s'appelait Turbine, qui fait des moteurs d'avion, mais en fait qui ne nous sert que dans les CVR et qui était automatisé aussi. Voilà, en gros. Ce que je trouve passionnant dans le film, c'est ce côté un peu parano. C'est-à-dire que on écoute et on fait son travail aussi, et on cherche comme un vrai investigateur, c'est-à-dire qu'on se dit, un enquêteur, et on se dit, est-ce que je l'ai vraiment entendu? Et je suis en train, pendant que j'écoute le film, je suis en train moi-même de mouliner en me disant, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que moi-même je ne peux pas aller plus vite que les informations que vous me donnez? Enfin, ce suspense-là fonctionne très très bien, et en mix, je suppose que vous aviez possibilité d'éclaircir ou pas, ou de freiner sur la compréhension. Est-ce que vous donnez exactement étape par étape? C'était un vrai enjeu de récit, ça. Ce qu'il faut savoir, en fait,
on ne sait pas, peut-être on ne sait pas, mais le cockpit d'un avion, même dans les appareils les plus sophistiqués, c'est extrêmement bruyant. Vous avez le bruit des moteurs, vous avez la ventile, il suffit qu'il y ait des turbulences pour que l'enregistrement soit un peu dégradé. Il faut savoir aussi que les micros d'ambiance dans le cockpit sont des micros de très mauvaise qualité. Donc il n'y a pas d'investissement de la part des constructeurs par rapport à ça, ça ne les intéresse pas. Donc les gens du BEA se retrouvent parfois quand la deuxième boîte noire ne fonctionne pas, ils n'ont que le CVR. Et souvent, ils ont donc un enregistrement qui est de piètre qualité, souvent dégradé. Et mal placé aussi. Pardon. Tu sais quelqu'un qui nous disait que c'était à côté des ventiles de l'aéroport. Oui, ils avaient mis des micros à côté des ventiles, donc ils n'entendent strictement rien du tout. Et c'est très compliqué parfois de déterminer, savoir, mais attendez, c'est le pilote ou le cockpit qui parle. Tout ça est vrai, tout ça c'est vraiment un... Donc il y a tout ce travail parfois d'oreilles d'or. Ils font appel à parfois à des gens qui venaient des militaires, des sous-marins, exactement. Donc c'est souvent des gens quand même relativement qui sortent de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, qui ont ensuite travaillé au BEA. Et donc il y a tout cet enjeu-là. Et aussi il y avait cet enjeu, il nous avait raconté que parfois c'est le problème de ne pas être d'accord en fait sur ce qu'ils entendent. Et ça, c'est parce que parfois il y a des mots-clés, comme on entend à un moment donné dans la scène entre André Dussolier et Pierre Ninet. L'un entend des sons d'urgence et l'autre d'alerte à urgence. Et il y a des phrases clés, par exemple, qu'on ne connaît pas au grand public, mais que les pilotes peuvent annoncer quand il y a quelqu'un qui rentre dans le cockpit ou quand ils sont obligés d'atterrir en catastrophe. Donc ils ont des mots-clés pour se comprendre. Et évidemment, si vous entendez descente ou d'état d'urgence, ça ne veut pas du tout dire la même chose et ce n'est pas du tout le même scénario. Et donc là, la divergence d'interprétation, ça c'est quelque chose qui existe et c'est passionnant parce que ça, du coup, ça crée un doute et ça crée du conflit et c'est un vrai élément de récit. Donc en fait, plus pour le début du film, moins on entendait bien les choses, enfin je dis ça vulgairement, plus je trouvais que c'était intéressant. Et c'est vrai que l'enjeu en termes de mix aussi, c'est toute cette première séquence qui est quand même relativement longue, cette séquence où ils écoutent le CVR, où je veux dire, on n'est qu'avec ces deux types qui casquent sur les oreilles. Et c'est vrai que je me disais, mais est-ce que cette scène va fonctionner? Parce qu'on a deux types qui écoutent du son, quoi. Après, je pense qu'il se passe quelque chose, c'est que c'est quand même un enregistrement extrêmement angoissant. Donc il y a quelque chose de très quand même anxiogène, d'assez violent, d'assez dur, parce qu'on entend quand même la mort en direct. Je parlais tout à l'heure de quelque chose d'assez... il y a un côté voyeur. Et on essaie, je crois, que le spectateur veut comprendre ce qui s'est passé, tend l'oreille, et on essaie effectivement de ce que vous disiez, de faire son propre scénario. Après, il y a aussi tout un travail... Je repense à ta question sur la réunion d'équipe. Ouais. Là, on avait travaillé en amont pour une fois avec la production, et notamment avec Gaëlle Goudard-Blossier qui s'occupait de la post-prod pour Immédiat. Et moi j'avais pris les postes avec elle, et on avait parlé avec Marc, et je pense avec Guadeloupe aussi. Et on avait, pour une fois avant le tournage, on avait déterminé le nombre de semaines de travail. On avait aussi essayé de faire le film en mode biathlon avant le tournage, bon finalement ça a été fait après le mixage. Contrairement à ce que j'aurais souhaité. Mais bon, voilà, il y a eu ce travail un peu en amont. On avait parlé des nombres de semaines, combien ça coûtait en plus de faire l'atmo. J'avais appelé, comment il s'appelait plein de réunions, c'était tous les jeudis, sur les 10 heures. Combien on avait appelé le mec de Dolby, c'est Francis. C'était plein de réunions. Bon, d'accord, il est en mode connerie. Non, mais pour une fois, on avait essayé de faire mieux que d'habitude, de gérer le budget en amont. D'autant plus que Gaëlle était d'accord pour qu'on... Voilà, elle m'a dit comment veux-tu qu'on s'organise, quoi. Voilà, pour revenir à concret. Ce qui fonctionne aussi très bien, c'est le côté subjectif. C'est-à-dire que vous avez aussi travaillé sur l'idée qu'on se met à sa place. Donc, on ferme l'écoute, on se concentre, on essaie d'écouter. Enfin, et il y a beaucoup de contrastes comme ça dans le film entre des choses qui prennent énormément qui sont très impressionnantes, et d'autres qui sont vraiment totalement éteintes, et voire mates. Et il y a vraiment comme ça un travail sur les contrastes important, et qui nous fait sentir beaucoup de choses à sa place, quoi. Et on chemine avec lui, et c'est comme ça que la parano fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a un truc très paradoxal où on ne sait plus si on doit le croire ou pas, et s'il devient complètement fou, et mauvais, ou pas du tout, quoi.
Ça, je trouve ça très réussi dans le film. Est-ce que vous avez travaillé particulièrement sur ces contrastes ou... Oui, c'était une Oui, les principes de subjectivité, c'est vrai qu'il y a quelques-uns des films où c'est une question, je pense que vous pourrez faire un bouquin dessus, parce qu'à chaque fois on se tord la tête, soit sur des personnages qui ont des traumatismes, comme dans Island, soit là le film Ready One, c'est quasiment une subjectivité tout le temps, même si c'est pas filmé comme ça. Et là c'était vraiment une subjectivité formelle, parce que vraiment quand il écoutait, il fallait qu'on soit dans sa tête, etc. tout le temps. N'ayant que des micros qui ne permettent pas de spatialiser les localisations des choses, puisque c'est que des micros pourris dans le cockpit, n'importe où. Donc il n'y a pas de logique, on ne pouvait pas jouer avec l'espace, mais par contre on pouvait jouer avec l'immersion. Et les casques aussi. Oui, bien sûr, avec les casques et tout. Souvent, il y avait une idée aussi d'être large, et puis à un moment, plus on se rapprochait, on jouait. On change toujours de type de point d'écoute, de type de perception. Par moment c'est très mec, par moment c'est très ample, ça suit aussi ses émotions et son. Oui, c'est ça qui est intéressant dans le film, c'est l'immersion. Est-ce que Philippe Rombi était très en amont aussi sur les compositions ou il est arrivé... Parce que ce que je trouve intéressant, c'est que vraiment vous jouez vachement entre la musique prend en charge à certains moments, et puis il y a des moments où elle n'est pas du tout présente, et puis elle est très entrelacée. Enfin, il y a vraiment une composition qui est très écrite, très à l'image. Ça, généralement, c'est quand le compositeur a déjà très maquetté, voilà, est déjà présent à l'écriture du montage. En tout cas, on a commencé à travailler avec Philippe au moment du montage. Donc, dès que j'ai eu une première version, voilà, ça s'est fait très simplement avec lui. Et vraiment pour le choix des musiques, je crois qu'on avait sauté les moments avec lui. C'était voilà, ça s'est fait comme ça. Et après, vraiment le travail, c'est vrai qu'au mix, ça a été voilà, je vois que la musique et le son, je voulais que tout ça soit organique et se mélange le mieux possible. Et puis il y avait une envie depuis longtemps de travailler avec lui. Oui, on avait essayé de l'avoir sur c'est vrai que sur un Amigal. Oui, c'est ça, sur un Amigal. Moi, je suis assez admiratif des musiques qu'il avait composées pour notamment les films de François Ozon. C'est un vrai compositeur qui compose des thèmes, qui décline, etc. Et puis il y a une forme aussi de lyrisme, mais j'avais envie dans le film, on parle de l'aéronautique, donc on se dit que c'est un monde, on parle de technologie, donc c'est assez froid, etc. J'avais envie de décrire ce monde-là, et en même temps je savais que je voulais clore le film avec le personnage de Noémie, et quand même pour moi dans le film le couple est vraiment central. Je ne voulais pas présenter ce couple à travers le prisme du romantisme, mais à travers le prisme du travail, parce que c'est un couple qui est ambitieux, et qui pour moi, ils se sont rencontrés à l'école, et c'est pour avoir côtoyé des gens, non pas qui sortent de l'ENAC, mais de certaines grandes écoles, il y a ce côté très compétitif, en fait, qui est aussi important que quelque chose de fondamental chez ces gens-là, et que j'avais envie de montrer, quoi. Et donc il y a un côté très sharp chez eux, très obsessionnel, ils sont aussi passionnés par leur métier. Donc il y a quelque chose qui pourrait sembler quand même un peu froid, et puis je voulais que le film, à un moment donné, le couple va voler en éclats, ils ne vont pas se comprendre, il va y avoir des malentendus, et très vite j'avais envie de clore le film sur l'image de Noémie qu'on va terminer sur son visage à elle et qui est gagné par l'émotion. Et donc là où la musique se transforme et devient très très lyrique, et j'aimais je savais qu'avec Philippe j'allais avoir ce moment-là, et après vraiment au mix, ensuite ça a été un travail classique, j'ai envie de dire, entre les effets sonores, à quel moment la musique démarre, reprend, et on essaye de rendre les choses de manière le plus organique. J'aime énormément aussi ce qu'il a fait une des scènes très importantes pour moi, qui est pour moi l'ADN du film, c'est ce moment où il est dans le hangar et il tente de déterminer ce qui s'est passé dans le vol, et il se projette dans l'avion. Ça, c'est quelque chose pour moi, si je devais résumer le film, pour moi c'est ça, c'est ce type où tout d'un coup, en plus j'aime ce moment parce que je trouve que le film bascule dans une autre dimension, où on bascule presque, on flirte avec le fantastique, et on a l'impression qu'il y a un côté un peu somnambulique, de cauchemar, de rêve, et la musique prend le pas aussi. Pour moi, le film est cette fameuse scène du hangar où il y a toutes les pièces. Ça résume bien le film, c'est-à-dire qu'on est nous-mêmes en tant que spectateurs dans cette pièce, et puis on a des bouts qui arrivent comme ça, qu'on essaye de recomposer le puzzle, et on est un peu perdu aussi, on cherche nous-mêmes en tant que spectateurs
ce qui est vrai, ce qui est faux. Ouais, c'était l'idée d'avoir un plan séquence au début qui ouvre le film, où on montre ce qui s'est passé finalement, voilà. Et après, on va revoir ce même événement, mais on va le voir de manière fragmentée, décomposée. Et, ce jeu-là, je trouvais que c'était assez chouette à faire en mise en scène, enfin, c'était en tout cas assez excitant. Je vais laisser la parole à la salle, parce qu'on a beaucoup parlé. Non, au niveau du tournage, il y a Nicolas qui a fait la prise de son, je ne sais pas si... Ah ben, oui, bien sûr. Vous avez des questions Ouais. Ou pas. Avez-vous des questions? Bonsoir. Moi j'en ai une concernant, j'ai remarqué justement que le bruit d'artefact, tout ce qui est niveau de dégradation sur le CDR. Bonsoir. Oui. Oui, donc tout ce qui est au niveau des dégradations sur le CDR. J'avais pensé justement à cette chambre. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous avez utilisés? Florent, tu réponds, tu as beaucoup travaillé sur cette session. En fait, c'est plus complexe que ça. Effectivement, il y a plusieurs. Il y avait aussi un speakerphone dessus pour déjà tout simplement modéliser déjà le micro en fait dans lequel ils parlent. Parce que en fait, les moments au début, ils ont leur casque avec le micro. Après, ils enlèvent leur casque et on passe sur le micro cabine qui est bien dégradé. Donc, il y avait déjà cette phase de maquettiser, on va dire, le micro de micro-casque. Et derrière, il y avait aussi pour essayer de trouver des artefacts un peu qui dégradent on va dire, la qualité du signal. Donc, il y avait le speakerphone, le fab filter derrière. Plusieurs fab filters en fait, qui viennent soit travailler de manière numérique en termes de dégradation, soit plus analogique, donc avec des grésillements, des choses comme ça. Et puis après, derrière, avec Nicolas, il y avait aussi du montage son où on mettait des grésillements tout simplement, ou d'autres éléments donc narratifs, comme la porte, divers petits éléments narratifs qu'on entend en fait, dans les CVR, qui eux aussi vont être dégradés différemment en fonction de ce qu'on écoute et des traitements en fait, que vont faire en fait, les comédiens. En fait. Voilà. Merci. Lolo. Non, moi j'ai un bug en fait en termes de chronologie sur la fabrication parce que du coup, quand on est dans le cockpit au début, c'est le début du plan séquence, c'est du corrélé du plan séquence. Quand on les voit parler, parce que du coup, vous dites que vous avez fait tout ce qui est RX et tout, qui inclut donc les conversations des deux pilotes, en amont du tournage. Mais on les voit. Ils ont refait après. Oui, c'est ça, oui. Ils ont refait après pendant le tournage avec à peu près le rythme qu'ils avaient quand on les avait enregistrés en Audi précédemment pour fabriquer le CDR. Vous le diffusiez le CDR dans le cockpit? Non. Il n'y a pas eu une première journée de tournage avec ce plan séquence et après non. un truc et après, Non, parce que, je prends la parole, mais l'avion, vous l'aviez pour 2 jours, je crois, ou 3. Ouais, c'est ça, ouais, c'était assez et en plus, ce plan séquence, il est découpé en 3 plans, donc le début, c'est une telle logistique que non, le plus simple, c'était qu'il répète un peu, c'était le même texte, quand même, et comme c'était les mêmes comédiens, il l'avait bien dans l'oreille. Et puis après, on a aussi, je pense qu'on a trichoté un peu au montage. sur le timing, mais qui est relativement proche. Ouais. Et du coup, je pense, dans mon souvenir, on a pris certaines répliques du direct enregistré après pour remettre dans le CVR. Oui, parce que ce qu'on avait enregistré, qui avait été utilisé évidemment pour le tournage par rapport dans toutes les séquences du BEA, du lagophonique, évidemment, ensuite, on n'a pas révisité tel quel pour le montage. On a retravaillé le CVR, évidemment, avec parfois évidemment des prises qui avaient été enregistrées pendant le tournage. Donc il y a un mélange à la fois de ce que tu avais enregistré avant le tournage et pendant le tournage. Pour l'anecdote, on a gardé le même mec de la tour de contrôle qui était sur le teaser américain, ouais. Qui faisait trop bien le job. Oui, on trouvait qu'il était bien. Et le terroriste, je ne me rappelle plus, aussi. C'est le même aussi. Ouais, c'est le même aussi. Il faisait super bien le terroriste. Et le plan séquence, c'est du son direct? Ah.
Je ne sais pas ce qu'il en reste, mais oui. Non, oui, c'est ça, pour répondre à mais à mon souvenir, oui, on a fait une prise de son dessus. Oui, il a été découpé en trois. Oui, mais c'est bien galère de tourner dans une cabine d'avion. Tout est faux, c'est triché. Tout est en post-synchro. Et justement, Nicolas, par rapport aux prises de son, tu es dans des univers qui sont soit complètement fermés, où c'est l'enfer, parce qu'il n'y a absolument aucune place, ou dans des hangars qui font 1 km² et qui sont acoustiquement complètement dingues. Oui, c'est ça. Il y avait, on est passé de l'extrême à l'autre, soit les cockpits où c'est très difficile de percher et on fait que des micros d'appoint. Mais ce qui est intéressant, et c'était bruyant même dans le simulateur, d'ailleurs, le simulateur c'était très compliqué. Mais moi je voulais savoir si c'était pertinent ou pas de reproduire un peu ce qu'il y avait dans un vrai cockpit, et effectivement on s'est très vite aperçu que les micros d'appoint posés dans le cockpit n'importe comment ça marchait pas du tout, et ce qu'il fallait c'était que de la proximité. Et ce qui fait un peu réfléchir aussi, c'est ce que disait Yann, c'est que finalement ça enregistre. Le CVR enregistre de piètre qualité en fait des micros. Et même, je crois que la résolution aussi du CVR, c'était juste fou, ça nous avait surpris, c'était même pas du 16 bits ou du 24 bits, c'est vraiment très vieux, c'était des vieilles cartes, enfin ils n'ont pas du tout évolué par rapport à ça, donc vous avez dit que c'était très compliqué, mais ça nous a surpris aussi. Beaucoup, c'est que c'est analysé par la suite à l'issue d'un crash, mais finalement, à la base, la qualité elle n'y est pas. Ouais, donc des avions qui valent des fortunes, qui sont d'une sophistication dingue. Alors, et prise de ça, c'est très archaïque encore. C'est hyper archaïque, c'est ça qui est. Il va peut-être y avoir une nouvelle norme grâce au film. Mais ça évolue. Non, mais par exemple, ils veulent que ils veulent instaurer de la vidéo, par exemple, au sein malgré la résistance des pilotes, qui ne veulent pas être fliqués, ce qui est compréhensible. Mais on va limiter normalement la vidéo sur juste les mains, quoi, des pilotes. Voilà. J'avais vu qu'il y avait encore des questions. Et il n'y a pas tout bêtement un envoi direct des données? Alors, c'est quand même tout le plus simple. Aujourd'hui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Aujourd'hui, c'est faisable, et il est possible que dans quelques années, il n'y ait plus de boîte noire. Ouais, tout à fait. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est le point d'écoute en fait. Tout est dans le subjectif, on est vraiment dans la tête du personnage. Et c'était d'autant plus frappant quand il avait son casque, ses écouteurs qu'il mettait l'un après l'autre. Du coup, je m'interroge sur la manière dont vous avez recréé l'écoute dans la tête même du personnage, parce que c'est quoi? C'était d'atténuer les bruits ambiants, de recentrer sur le... c'était quoi? Il y avait des battements de cœur et tout. Et du coup, je m'interroge sur ce que vous avez fait pour recréer ce point d'écoute subjectif. Ça, c'est pour le maître. C'était il y a longtemps, c'était avant le Covid, tout ça. En fait, à chaque fois, pour les trucs de subjectif, ça dépend, en l'occurrence là. C'est des moments de crise. C'est des acoustiques, c'est des spatialisations décollées, c'est des timbres bouchés, c'est des sons en proximité aussi, comme il frotte, etc. Oui, c'est l'impression d'être dans une boîte crânienne de 1 mètre carré et sa tête en fait. C'est ça qui était très bien fait, ça demandait, je pense, énormément d'attention et de précision. Oui, on ne pouvait pas s'amuser à spatialiser quand on était dans la bouche, on ne pouvait pas s'amuser à spatialiser trop, puisqu'en fait, lui, c'était du mono, en fait, tout ce qu'on entendait. On a besoin de vie, ou ça va? Et non, par contre, ce qui était top pour l'immersion, la pause, c'est vrai que c'est assez fou, parce que, et sur le mix musique, et sur... Nous, on avait des bases, paroles, bruit, etc. Tout était séparé. On pouvait faire aussi des objets de chaque. Et à chaque fois, tout était chaîné selon les chaînes d'écoute qu'on avait, sur les moments où il écoutait, et qu'est-ce qu'il écoutait, et comment ça se chaînait dans les acoustiques. Et après, c'était diffusé dans un casque ou dans des enceintes. Mais l'Atmos permet vachement plus de puissance. Et la spatialisation. Oui, en Atmos, parce que tu sais, on avait la bande passante pleine quand tu décollais. Donc, en fait, les sons gardent leur nature. Donc, c'est vraiment fait pour faire de l'immersion. Ça marche très bien.
Et vraiment, le plan séquence du début en Atmos, c'est vraiment là. Vous l'avez pas vu? Oui, vous l'avez pas vu, mais entendu, mais c'est vraiment criant. Voilà, on a vraiment la sensation d'être dans l'avion, d'avoir le. C'est vrai que nous, on se l'est projeté au Beaugrenelle, qui est folle. C'est une salle Atmos qui est vraiment la dingue. Ils ont investi comme des fous. À part qu'il y a quand même des problèmes de clic à une époque. Oui. C'est un peu une usine à gaz dans le truc, mais ils ont eu l'ambition de faire une salle Atmos qui est vraiment folle. Quand on a vu le film là-bas, c'est vrai que c'était une expérience qui était dingue parce que c'était comme un Audi, mais encore plus beau, quoi. Encore plus précis, encore plus large. Donc, mais voilà, il n'y a pas eu tant de scènes que ça, mais quand même un petit peu. Le Weber aussi, ça avait fait. Oui, le Weber. Enfin, voilà, c'est tout ça. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait pas non plus, il y a une petite de Et aussi dans les montages, des trucs un peu aquatiques, pour l'intérieur, quand il y a ces crises d'acouphènes. Ah oui, on avait des couches de son un peu aqueux. Oui, non, ça se dit, ou pas aquatique. Oui, je sais pas. Au moment où il avait ses crises. Juste pour aussi une autre anecdote, tu as parlé du Covid. En fait, première semaine de montage son, c'était le 14 mars 2020. Donc on s'est pris tout de suite le confinement dans la tête, sachant pas quoi faire. Donc grâce à Florent, il m'a ramené des enceintes dans ma chambre, chez moi, un Pro Tools. Et j'ai fait 2 mois dans ma chambre. De turbine, avec turbine, et en commençant par le début, donc le crash et tout. Donc j'ai jamais eu de voisin, bizarrement, mais bon, c'était quand même très très chiant. Mais ça nous a donné malgré tout. Alors j'envoyais à Yann, j'envoyais des good times, parce qu'à l'époque on pensait que bon, on allait tous mourir, il fallait surtout pas bouger de chez nous. Bref, tout ça pour dire que ça m'a donné quand même beaucoup plus de temps que prévu, de même que Philippe Rondy. Et souvent avec Philippe, on se disait, voilà, en fait, ça nous a quand même servi, ce Covid, à passer plus de temps à réfléchir, parce qu'on a mixé, je sais plus, pendant l'été, et on a remixé en septembre en Atmos. Enfin, c'était une post-production relativement longue. Et Guada, t'avais déjà commencé? Moi, je l'ai monté chez moi, le film. C'est bien, hein. Franchement, en ayant monté chez toi, c'est vachement bien. Oui, t'as tout fait chez toi? Excuse-moi. Non, j'ai finalisé en salle. J'ai monté la plus grande partie chez moi. Au printemps 2020, c'est ça? En mars, avril. C'est important dans l'histoire? Ouais. Ça nous a donné plus de temps. C'est pour ça que je précise. Des problématiques spécifiques sur la parole, justement. Alors, je vois les décors, Alors, pas mal de fonds voyants, extrêmement voyants, mais on a quand même gardé une grande partie des directs. Un gros travail aussi en post-synchro avec Yann, voilà, et en mélange. Mais je crois qu'on n'a pas fait beaucoup de post-synchro. Non, pas beaucoup de post-synchro, mais un travail avec beaucoup de présence aussi pour ces histoires de casque. Ouais, de respi. On a ajouté pas mal de. Sur la notion subjective, justement. Voilà. Et, mais voilà, c'est un travail habituel avec Yann sur les directs. On passe beaucoup de temps en salle après pour qu'on fasse les derniers choix et tout ça. Tout est un peu mouvant jusqu'à la dernière minute, donc c'est super à faire. Mais voilà, c'est plutôt classique. Oui, parce que, juste pour dire, Yann, voilà, tous les réalisateurs disent qu'ils aiment le son. Ils adorent le son. Après, ils ne viennent plus. Il y a une réalisatrice, ça se fait 3 films que je ne la vois plus. Voilà, mais Yann, c'est un vrai taré du son. Ça existe, il y en a, il est là. En fait, si on ne fait pas gaffe, il est là tout le temps. C'est assez pour voir sur les genoux. Mais c'est pas faux, ça existe. Quand on voit ça donne envie de l'avoir. Oui, c'est un peu dans son écriture en plus. Comme tu rappelles, son deuxième court-métrage, le personnage a des acouphènes. Dans un Miguel, il y a des acouphènes. Enfin, il y a souvent des acouphènes. Ouais, ça va pas fort. Ouais. Mais donc, avoir un ami co-scénariste, monteur son, c'est plutôt une qualité ou c'est plutôt avoir un défaut? Non, c'est très bien. Et puis là, c'était vraiment. Ça me semblait tellement indispensable, parce qu'on parlait, voilà, le centre, au centre du récit, il y avait cette boîte noire qui enregistrait toutes les conversations et dans le copie, donc ça me semblait vraiment très bien, quoi. Et puis après, on se pose des questions ensuite de récit et. Non, c'est vraiment. Moi, j'en garde un souvenir avec Nicolas et Simon, vraiment. C'est un film tous les trois qu'on a apporté, parce que je sais que l'écriture a été simple et c'était long, et entre-temps j'avais fait un autre film, voilà. Donc non, c'est vraiment, voilà, ce film on l'a vraiment pensé tous les trois, et voilà, ça a été quelque chose de fort, quoi, tous les trois.
D'autres questions? Oui. Le micro. Bonsoir. Du coup, ma question c'était plutôt sur l'enregistrement de tout ce qui a été. Enfin, ce film pour moi, il y a beaucoup d'ambiance, un travail d'ambiance qui est assez énorme, et un travail sur les bruitages et les choses assez subjectives, du coup, des prises de son de proximité qui ont été. Qui font ressortir parfois des caractères émotifs du film. Et j'aurais aimé savoir, en fait, par rapport surtout aux ambiances et aux sons qui ont été enregistrés sur le field, est-ce qu'il y en a beaucoup de directs qui ont été utilisés, ou si ça a été de la post-production et de la prise dans des banques de sons ou des choses comme ça? Alors Nicolas, on aime bien travailler ensemble parce que j'insiste beaucoup, et il le fait d'ailleurs de lui-même, il fait beaucoup de son seul. Là, je ne me rappelle plus trop. Par rapport aux avions, j'ai quand même utilisé des avions de Sonothèque. Oui, de toute façon, toutes les scènes d'avion sont tournées au sol. Et en fait, quand on enregistre dans un avion, c'est un vrai avion, c'est pas génial. C'est comme les motos de burn-out, c'est pas forcément les bons sons des vraies motos. Et en fait, ça a été un travail de recréation sonore a posteriori. J'arrive pas à me rappeler ce que. En fait, elle avait fait plein de sons, mais. Oui, mais plutôt la figuration, les foules. En post-synchro, on a fait quand même des sessions de respiration. Pas mal de bruitage. Alors, on a eu Philippe Penaud, dans Souvenir comme bruiteur. C'est le dernier mois de travail, là, il s'arrête. C'est une légende du bruitage qui s'arrête de travailler. Enfin, d'après les dernières informations. Et c'est super beau ce qu'il a fait, comme souvent. Et donc, il a fait quelques manipulations de proximité. Je crois que je lui avais demandé je lui avais fait une petite liste de choses de contacter, des petits sons de micro-contact. Voilà. Toutes les scènes où, enfin ça paraît tout bête, hein, je suis pas ouvert dans ça, mais toutes ces scènes où voilà, Mathieu est tout seul dans un appartement, il regarde des dashcams, tous les tout ce qui est quand il touche l'ordinateur, tout ça, moi j'ai, comme on est dans une épure, j'avais envie que tout ça, je trouve ça plus joli quand c'est, voilà, tout ça refait. Ouais. On n'est pas trop fan du direct, ouais. À la fois sur des objets. Et sur les objets, sur ces moments-là précis où en plus il enquête, et le film, j'ai l'impression que l'information elle passe par des inserts, quoi. C'est le côté très Hitchcock, quoi. On passe par des inserts de son, mais enfin visuels évidemment, et toutes les manies qu'il avait sur l'ordinateur, tout ça, oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses en fait ensuite en post-prod. Et puis tu voulais des nappes un peu Lynch, donc dans mon souvenir j'ai dû utiliser des synthés un peu. Oui, des sons de basse fréquence, ouais, tout à fait. De la ventile. De la ventile à gogo. Ouais. D'autres questions? Oui. 1, 2, 3, 4 personnes. Bonsoir. Par rapport au passage. Par rapport au passage du film en Atmos, est-ce qu'il y a eu, je suppose qu'il y a eu du retravail, enfin, vous avez dû retravailler peut-être le montage son et tout. Enfin, est-ce que vous pouvez développer ce moment Alors, je ne crois pas qu'on a pris le montage son. Malheureusement, c'était trop tard. Tout a été fait à l'audi. Moi, j'avais demandé qu'on fasse le film en Atmos en annonce, c'était trop cher. Et puis finalement, le distributeur, parce que je connaissais aussi quelqu'un, mais bon, qui croyait dans le film, a dit super, faisons-le en Atmos. Mais c'était après le mixage. Je laisse Marc raconter. C'était en cours de mixage? Après le mixage. Ah oui. Non, c'était. On a fait un premier mixage en 5 ans, et on est repassé en 7 ans. Ouais. En fait, il y avait déjà beaucoup de matière, on avait de quoi faire, il y avait de quoi déjà créer tous les espaces, parce que tous les moments de subjectivité ne nécessitaient pas d'avoir des textures différentes ici, donc bref. C'était surtout remixer les musiques. Tous les mouvements, en fait, ils étaient bons, enfin en tout cas dans ce plan-là, et après on a remis des choses pour les tops, etc. Mais il y avait déjà de quoi faire, en fait. Mais les musiques, elles étaient en scène, donc on avait beaucoup de musique à gaz pour bien ranger, puisque c'est un film où il y a par moments c'est des bruits, des voix, des ambiances, des effets, des musiques, il y avait des objets partout en fait. Il y avait 60 objets qui bougeaient tout le temps parce que c'était plus précis de les repasser avec des objets Atmos, quoi. Donc
y a eu une bonne prise de tête tous ensemble pour que ça a bien fait chauffer le Mac, hein, c'est sûr. Il y en avait partout, quoi. Parce que tous les traitements de CVR sont des emboîtements de traitements d'acoustique, d'analyse d'acoustique, dans des speakerphones, dans des trucs, et à chaque fois, ça devait sortir dans un truc séparé parce que ça devait être rangé dans des objets ou dans des beds. Donc il fallait reconstruire, mais on avait de quoi faire en fait, largement. On n'a pas à remonter. Il était chez lui, en jeu. C'est toi qui fais exprès, Raphaël, en fait, non? On va rigoler, je vais leur couper. Bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, félicitations pour ce casting. Et ma question, elle n'est pas plus peut-être par rapport à la procédure BEA. On voit la scène où, en effet, on ouvre la boîte noire, mais après, l'écoute se fait seule. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que, dans les procédures actuelles, les écoutes se font aussi avec les parties prenantes? Alors, les écoutes, par exemple, pour le crash du Concorde, l'écoute s'est faite avec l'enquêteur seul dans le labo phonique. Donc, vous avez un OBJ, vous avez l'opération de l'extraction, l'ouverture de la boîte noire. En tout cas, là, vous avez du monde et l'OBJ. En tout cas, ensuite, une fois que la carte mémoire est ouverte, ensuite l'écoute se fait vraiment avec les enquêteurs qui sont dans le labo phonique seul. Donc, il y a évidemment, en termes de fiction, c'était pour moi le moment où on peut éventuellement une possibilité de falsification. Il y avait eu notamment lors du crash de Ashine dans les années 80, il y avait eu toute une polémique autour d'une controverse sur une possible falsification des boîtes noires à l'époque. Évidemment, évidemment, BEA a toujours nié, et évidemment, je pense que c'est complètement faux. Mais là, pour le coup, en termes de pur récit et de cinéma, je trouvais que c'était en tout cas, c'était intéressant, et c'était le moment pour moi crédible où une falsification était envisageable. Mais c'est assez étrange qu'il n'y ait qu'une personne. Ils sont deux, ils peuvent être plusieurs. Ouais, parce qu'il y a un côté très subjectif quand même. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Mais parfois ils peuvent être deux, hein. D'ailleurs en film ils sont deux à écouter. Par contre, ils n'emmènent jamais le CVR. Voilà, la différence c'est que le CVR par exemple est vraiment c'est sanctuarisé au BEA, donc ils ne vont pas l'écouter à l'extérieur, etc. Ce qui est là dans le film, on le voit, il est au CD, et ce qui est une faute en fait, hein, ce qui n'est pas du tout très. Donc on a un personnage quand même extrêmement border et pas très conventionnel. Mais je trouve que c'est un métier, mais comme le métier de son, un montage son, c'est quand même un travail de fourmi et d'obsessionnel. Et d'ailleurs, pour le personnage, je me suis un peu inspiré d'un véritable enquêteur. Je me souviens de Benjamin, là, qui était très obsessionnel dans ce monde, et d'ailleurs Pierre Minet, donc, qui est venu au BEA, rencontrer quelques enquêteurs, dont ce Benjamin, et voilà, il a vu travailler, il avait même, je crois, juste filmé pour voir un peu la dextérité que le type avait, par exemple, quand il manipulait son ordinateur, la manière dont il comment il était, un peu voûté, parce qu'il passe beaucoup de temps évidemment dans leurs écrans, etc. Donc, et on voit ça qu'il est un peu dans son monde quand il part, il est dans son. Ouais, c'est la déformation professionnelle. Ouais. Mais c'est ça aussi qui était, je trouve aussi fascinant, c'est qu'ils sont tellement dans la micro-analyse qu'à un moment donné, c'est le risque en fait d'avoir les yeux rivés sur un truc et vous perdez la vue d'ensemble en fait. Et puis aussi la question, voilà, comme un enquêteur ou comme un flic, en fait, je pense qu'il y a un travail à la fois d'intuition et puis il y a quelque chose de très rationnel, de très rigoureux. Et la difficulté, c'est quand l'un prend le pas sur l'autre. D'où la fameuse scène, quand il se projette dans l'avion. Ce qui me plaisait aussi, c'est qu'on ne sait plus trop si ce qu'il voit, ce qu'on est en train de filmer, c'est le fruit d'un raisonnement rationnel ou bien le fruit d'une totale subjectivité et d'un fantasme, quoi. Et donc cette ambiguïté-là, moi je la trouve passionnante, et puis si on commence là à douter du personnage, et ça c'était quelque chose en termes de récit, moi qui me plaisait, on a renforcé d'ailleurs au scénario
après la première lecture de Pierre Ninet. Il voulait aller vers ça, moi ça me plaisait. On a renforcé cette idée de se dire que peut-être cet homme qui veut tellement déterrer la vérité, peut-être qu'il est en train de vriller, peut-être que lui-même bascule dans les théories complotistes. Et aussi, ce qui me plaisait dans ce personnage, c'est qu'on le voit un peu aigri, amer au début, et peut-être qu'on ne se le dit pas tout de suite, mais je trouve que pour moi, ce n'est pas le proche chevalier qui veut forcément déterrer la vérité. Peut-être que ses motivations ne sont pas si nobles, et peut-être qu'il le fait comme dans une forme de revanche sociale par rapport à son entourage, par rapport à sa femme, par rapport à son ami Xavier qui a mieux réussi que lui d'une certaine manière. Et cette idée-là aussi m'intéressait. Ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il y a des moments où on frôle l'épouvante. Enfin, moi, quand on arrive dans cette maison, pour moi, on commence à glisser de registre. Quand il va avec la barque dans l'eau, on se dit, mais où on va, quoi. Enfin, il y a un truc qui est très, très... Oui, c'est presque... Le film est glissant et c'est très ludique, je trouve, d'être comme ça, ballotté. On n'est plus toujours dans le registre de thriller. Non, on va se passer quelque chose. Oui, tout à fait. On flirte avec l'épouvante, l'idée qu'il aille au fond, comme ça. C'est très, pour moi, symbolique, quoi. Il faut qu'il aille au très fond de l'obscurité pour déterrer peut-être on parle de boîte noire, mais il y a la matière noire, il y a le trou noir, il y a tout ce qui est noir, dans le fond, met en place quelque chose de fantasmatique. Exactement. Après, les boîtes noires ne sont pas du tout noires. Non, en fait, elles sont... On aurait pu appeler ça la boîte orange fluo, quoi. Oui, exactement. Ces couleurs, c'est évidemment pour que ça soit tout de suite opérable sur une zone de crash. Je crois que c'est EasyJet, la seule compagnie à avoir les couleurs orange. Et je crois que noir, on appelle ça, parce que je crois que les tout premiers enregistreurs de vol des années 30, à l'époque, c'était des pellicules photosensibles sur lesquelles les indications de vol étaient donc inscrites, et elles étaient donc évidemment enfermées dans une chambre noire, et donc je crois que le terme vient là, qu'on a gardé, boîte noire. C'est un beau retour sur le début du cinéma. Le début du cinéma. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Oui, ok. Bonsoir. Déjà, merci pour le film. C'était vraiment incroyable. Et moi, je me demandais, la voix du GPS, est-ce que c'est la vraie ou pas? Pour l'anecdote, c'est la voix de la copine du monteur image. Qui est aussi monteuse. Ah ouais? Ouais, qui est une monteuse connue, mais je ne sais pas si on a le droit de dire son nom. On va pas le dire. Elle est césarisée. Voilà, elle a maquetté, c'est ça, en montage, et puis on l'a gardée. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, qui a d'autres voix, une autre compagne aussi, qui joue d'autres rôles. Voilà. Non, c'est pas une vraie voix de GPS. Mais c'était pour plus de simplicité, pour pouvoir donner les indications qu'on voulait. En plus, et je me demande s'il n'y avait pas des problèmes de droit aussi. Je sais pas. Non, mais la ville où ils vont, oui, c'est pas une vraie ville, donc bon, c'est plus simple que ça. Ok, et j'avais une autre question. Pendant le genre de gala, je sais pas si c'est vraiment un gala, mais à un moment, le cocktail, le Mathieu, il se sent... les nacs. Oui. Comment j'avais noté ça ça donnait l'impression que les sons, ils venaient de vraiment l'intérieur de lui. Mais comment vous avez fait pour faire ce genre d'effet en mix? Ouais. Tu es quelqu'un. C'est ça, je pense que le cocktail. Ouais. Il a une crise d'acouphène. Oui, bien sûr. Vas-y, Marc, essaye de travailler. Mais non, mais toi, t'es passé. Il y a plein de trucs, il y a des distorsions, il y a des... Toi, tu as fait des matières aussi de... Il n'y a pas de brainwave, non, dedans? On a essayé. Des trucs avec des claviers, mais ça n'a pas trop marché. C'était plutôt du verre, en fait, qui était utilisé. Oui, c'était du verre, c'était en fait comme une hyperacousie, en fait. Tout d'un coup, tous les sons aigus devenaient très forts, etc. Et après, c'était de la spatialisation, puis des effets quand le mec il enlève, mais après... La déformation là, pour le coup, c'était aussi des sons que tu avais fait pendant le tournage, et que j'ai déformé les sons de foule, ça je m'en souviens, Nico. Ouais. C'est bien, vous avez une bonne mémoire. Une dernière question. Alors, bonsoir. J'avais une question sur la dégradation du son de la boîte noire due à la prise de contrôle par le hacker. Parce que si j'ai bien compris, vous
vous avez tenté de reconstituer les dégradations de son qu'on peut avoir sur une vraie boîte noire d'après l'écoute de boîte noire qui se trouve dans la vraie vie. Ce qui, comme beaucoup ici, j'imagine, me surprend énormément. Quand on dit qu'on a repêché la boîte noire après un crash, on s'imagine que c'est forcément le Graal, on va enfin savoir ce qui s'est passé, il y a forcément un enregistrement de telle qualité, tout ça, on découvre que non. Et du coup, si j'ai bien compris, l'artefact du son, la dégradation du son qui est jusqu'à présent jamais arrivée, c'est celle due à une prise de contrôle par un ordinateur sur le système de vol. Et je voulais savoir comment vous avez abordé cette interférence qui, du coup, a priori, dont vous n'avez pas eu d'exemple, sauf erreur de ma part, dans ce que vous avez entendu. Comment vous avez créé ça? Parce que vous avez, c'est vraiment ce que le son que ça fait quand il y a une prise de contrôle informatique sur un système. Est-ce que vous avez inventé ça toute pièce? Oui. En fait, c'est surtout, il y a un passage, oui. Il y a, dans le film, si tu veux, il y a plein d'endroits où ils vont dire, bah là on va passer dans un nuage, il va y avoir des turbulences. Donc là en fait on analyse le son qui arrive comme, ah bah en fait il y a des turbulences dans l'avion, on passe dans un nuage, ça fait des ondes électromagnétiques, et du coup en fait il y a le fameux Saturne dont on parlait tout à l'heure qui va faire des formations du son. En fait, dans le film, c'est ça, c'est là où le hacker en fait commence à interagir. C'est ces sons-là en fait qui commencent à rentrer en jeu. Et il n'y a pas, on va dire, de son particulier pour le hacking. On va dire que c'est toujours du même acabit que le nuage électromagnétique ou le fait que tu as des turbulences en fait dans l'avion. C'est fait à la bouche, oui, voilà, totalement. Comme pas mal de sons. Non, mais c'est dramatisé, hein, forcément. Effectivement, quand il interfère dans le système, on a dramatisé, on a imaginé. Et je me rappelle quand même que sur Internet, on trouve un CDR, enfin une écoute depuis la tour de contrôle d'un crash d'un énorme avion japonais. Je m'étais beaucoup inspiré de ça pour le choix des sons. Et effectivement, après, le son principal, celui qu'il entend. On jouait sur cette idée voilà, que ça pouvait être ce nuage. Oui, il peut y avoir des perturbations électromagnétiques en vol, par ailleurs. Voilà. Et des problèmes de blindage, et comme on vous a expliqué, souvent en fait ils mettent le micro sur le cockpit là où ils peuvent. Donc ça peut être près de bouche d'aération. Donc il peut y avoir toutes sortes d'objets qui interagissent. Et c'est vrai que pour l'instant c'est un peu. Enfin, ça a peut-être changé ces dernières années, mais c'est un peu la dernière roue du carrosse, quoi, le micro d'enregistrement dans le cockpit. Voilà, donc c'est très sensible à plein de perturbations de toute façon. On en a entendu des CDR, mais où il n'y avait pas d'incident, et où ils nous ont lu sur Samplitude, hein, c'était avec Benjamin, on a fait une séance au BEA, il nous lisait sur Samplitude les 3 ou 4 pistes en nous expliquant quels sons c'était, qu'est-ce qu'on entendait, mais sur des vols normaux, hein, rien de dramatique. Ou sur des vols d'essai où on entendait les choses plutôt bien. Tous les vols ne sont pas catastrophiques, mais parfois ça arrive que l'enregistrement soit dégradé. Et moi ça m'intéresse d'un point de vue vraiment de récit, quoi, parce que c'est justement, j'en reviens à la divergence d'interprétation. Et ça par contre, c'est vrai que ça existe quand même. Mais là en termes de récit, c'est plus intéressant quand l'enregistrement est dégradé, parce que voilà, il s'agit de déterrer la vérité et peut-être de se perdre dans cette analyse. Voilà. En tout cas, en termes de récit, le film est passionnant et merci beaucoup, d'être venu ce soir. Bonne soirée à tous.